D'autres ont exprimé cette foi dans des œuvres plus personnelles. Ils ont dessiné, peint, mis en scène des motifs religieux en multipliant les sujets de référence. D'autres encore ont pris la plume pour écrire une œuvre littéraire. Une œuvre qui a bousculé son époque et continue à nous interroger aujourd'hui. François Mauriac est de ceux-là. La formule qui résume bien, parce que vous êtes journaliste, vous avez des formules très brillantes, mais je crois que celle qui résume le mieux, c'est celle-ci. C'est les deux hommes qui s'affrontent en Mauriac, le grand bourgeois affamé d'ordre et le chrétien assoiffé de désordre évangélique. Je crois que c'est ce qui le résume le mieux. Qui était donc François Mauriac? Et comment un homme animé d'une telle foi a-t-il pu produire une œuvre aussi subversive? François Mauriac naît à Bordeaux le 11 octobre 1885. Il est issu de la grande bourgeoisie terrienne. Dernier d'une famille de 5 enfants, il a 3 frères et une sœur. Sa mère, catholique très pratiquante, s'occupe de l'essentiel de son éducation. Dans cette famille, un absent va beaucoup compter. Le père de François Mauriac. Mais, de notre côté, je me demande aussi ce que j'aurais été si mon père avait vécu, étant donné qu'il était agnostique, sinon athée, en tout cas très anticlérical, et que ma mère avait au contraire une religion espagnole. Je retrouve en moi tout de même cet héritage. D'ailleurs, on le voit bien dans... C'est une œuvre de catholique, mais... oui, un catholique qui se bat. Un catholique tout de même souvent mal pensant. Catholique mal pensant, sans aucun doute. En tout cas, François Mauriac possède une foi vive, une foi qu'il ne reniera jamais. Il essayait de vivre, effectivement, sa foi au quotidien en essayant d'être plus conforme à la lecture de l'Évangile qu'il avait fait le matin. Il allait tous les matins à une petite église qui était rue de la Source, qui dépendait d'un couvent. Et il allait le matin tôt, il allait prier dans cette heure, tout ça. Sinon, il ne nous embêtait pas avec. Mais la foi est inhérente à l'œuvre de Mauriac et à sa personnalité. Il y a un besoin de croire et de voir le monde, je crois, et les êtres, à travers une vision, j'allais dire spirituelle, éthique, dirons-nous. Car je ne pense pas que Mauriac avait un jugement d'ordre religieux sur les individus. Mais il voyait ces arrière-plans de l'esprit, du cœur, qui, je crois, a construit son œuvre et a donné cette humanité à son écriture. Dès l'enfance, Mauriac connaît à Bordeaux différentes institutions religieuses. D'abord le jardin d'enfants du Mirail, et surtout, un lieu qui va occuper une place prépondérante dans son esprit, l'institution Sainte-Marie-Grand-Lebrun, tenue par les frères marianistes. Il y poursuit ses études du primaire au secondaire. En rhétorique, il avait pour professeur un prêtre qui lui a fait découvrir notamment les pensées de Pascal. Pascal, qui a été pour lui une œuvre fondamentale. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne s'est séparé jamais, qu'il ne s'est jamais séparé tout au long de son existence de la petite édition des morceaux choisis de Brunswick. Bien sûr, il y avait d'autres lectures. Il y avait notamment une lecture de 2 poètes qu'on n'étudiait pas beaucoup à l'époque, qui étaient Rimbaud et Baudelaire. Baudelaire était pour lui le poète qui mettait l'accent sur le drame de la condition humaine, qui va faire finalement le fondement de l'œuvre romanesque de François Mauriac. Mais à cette époque, Baudelaire scandalise. La famille, l'entourage proche de François Mauriac et nombreux parmi les chrétiens qui l'entourent le rejettent. Oui, mais ce n'est pas que Baudelaire qui les a scandalisés. Les saints les ont aussi scandalisés. Tout ce qui est authentiquement chrétien, dans le bien ou dans le mal, scandalise ceux que vous appelez les chrétiens.
et qui, pour la plupart, sont aux antipodes du christianisme. Le grand scandale chrétien, c'est que ce nom de chrétien est usurpé par des hommes qui haïssent la croix, qui adorent l'argent, qui haïssent les juifs, etc. Enfin, c'est-à-dire dont toutes les prises de position sont, non seulement c'est trop peu dire qu'elles ne sont pas chrétiennes, elles sont le contraire du Christ. Elles bafouent le Christ. Bordeaux. Le jeune Mauriac mûrit dans cette ville qu'il décrit inlassablement dans ses romans. Elle lui est intrinsèquement liée. Il la met en scène et l'habite jusqu'à l'obsession, même si cet amour quasi religieux est aussi très ambivalent. J'ai renié Bordeaux plus de 70 fois. J'ai aimé une phrase de Toulet où il dénonce cette ville de vin et de morue enlisée dans la boue d'un port sans navire. Je me suis gaussé de ses habitants. J'ai fui l'affreux ennui de ses vignobles. Les blessures ostentatoires de ses pins m'exaspèrent et leurs ridicules petits pots individuels. J'ai toujours opposé à Bordeaux, pour la porter au nu, la Provence. Et pourtant, je l'aime. Deux autres lieux vont particulièrement compter pour l'écrivain. Saint-Symphorien, près des Landes, le chalet de son enfance, et Malagar, un magnifique domaine familial où, selon sa propre formule, il commence à ouvrir les yeux sur la vie. À Malagar, ou bien à Saint-Symphorien, Mauriac vit en communion avec la nature. Elle occupe une grande place dans ses romans. La forêt, les pins, le vieux chêne, la rivière de la Hure. Mauriac idéalise la nature. Il lui accorde un pouvoir divin, parfois même aux limites de l'animisme. J'ai eu le privilège de le voir. J'étais avec un ami, Raymond Mirante, et il n'y avait personne d'autre que nous deux pour assister à cela et de voir Mauriac, qui avait 80 quelques années à ce moment-là, s'approcher de cette arbre et poser ses lèvres contre l'écorce du vieux chêne. Cette religiosité de Mauriac n'est jamais abstraite. Ce n'est pas une simple piété. C'est un élan passionnel. Dans Le Sang d'Atis, son poème fétiche, Mauriac raconte l'histoire d'un homme devenu pin. À son tour, il se transforme en croix et s'élève vers le ciel. À l'intérieur de cette muraille de Chine qui entourait pour moi la Guyenne et la séparait du reste de l'univers, le catholicisme délimitait un autre monde hors duquel j'eusse perdu le souffle. Ces paradis terrestres dans lesquels François Mauriac et sa famille partent en villégiature durant les mois d'été ne sauraient masquer les événements de ces années-là. Le choc pour Mauriac, c'est l'affaire Dreyfus. Sa conscience politique s'éveille. La société à laquelle appartient Madame Mauriac, mère, est une société conservatrice, fort peu républicaine, même si elle-même n'affiche pas de conviction politique particulière. L'ensemble de la société conventionnelle, catholique, à l'époque, est anti-dreyfusarde et d'un conservatisme qu'on a peine à concevoir, même encore aujourd'hui. Je me rappelle, enfin, les journaux que je lisais, les caricatures que je voyais dans ma pieuse famille. Eh bien, je suis rétrospectivement très scandalisé, et c'est ce qui m'aide à mesurer les immenses progrès que l'Église de France a fait en 60 ans. Il est très certain qu'elle a payé très cher ses erreurs du temps de l'affaire Dreyfus, mais elle a admirablement profité de la leçon. La rencontre avec Marc Sangnier renforce l'esprit critique de Mauriac. Ce créateur du Sillon, un mouvement ouvriériste, est condamné par le pape Pie X. Mauriac est encore adolescent lorsqu'il se rapproche du Sillon, pour lequel il écrit même des articles. Le Sillon est un mouvement qu'il faut placer dans
le côté de ce qu'on appelait le modernisme. Le modernisme est un mouvement qui vise à redonner à l'Église et au christianisme, comme le nom l'indique, un aspect plus moderne, qui vise à retrouver, disait Marc Saulnier, l'esprit de l'Évangile. Sur le fond, le Sillon va quand même le marquer, dans la mesure où il va rejoindre une analyse critique que lui-même commence à faire de la société et de la religion. Mauriac, reçu à sa licence de lettres, part à Paris et présente l'École des Chartres. Arrive le premier succès littéraire, Les Mains jointes, recueil de poèmes salué par Maurice Barrès, qui lui consacre un long article en forme d'adoubement dans l'Écho de Paris. Mauriac rencontre alors Cocteau, Gide. Il publie son premier roman, L'enfant chargé de chêne, et se marie en 1913 avec Jeanne Lafont, la fille d'un banquier bordelais. La guerre de 14 éclate. Réformé pour des raisons de santé, Mauriac s'engage alors comme brancardier et fait son service dans un hôpital de la Croix-Rouge. Dès la victoire de 1918, il reprend la plume. Avec Préséance, l'un de ses premiers romans, il règle ses comptes avec la bourgeoisie bordelaise. Sa ville d'origine lui jette l'anathème et le malentendu s'installe pour longtemps. Je lui ai rivé son clou à ta femme. Elle n'a vraiment aucune éducation. Ah, mon pauvre Galéas. Quel besoin avais-tu d'aller prendre femme chez ces parvenus de Bordeaux? Ce Bordeaux-là, effectivement, a longtemps gardé une rancœur, disons, héréditaire et traditionnelle vis-à-vis de Mauriac. Il est haï par cette frange catholique, ultra-catholique, etc., de bordelaise et autres. C'est sans doute ça a été un des hommes les plus détestés de France. Beaucoup plus que Sartre, beaucoup plus qu'Aragon, tout ça. Parce qu'il venait de leur camp. Il y avait une fois qui lui avait dit « Monsieur, vous avez trahi votre classe ». Il y avait monsieur Duturon, qui était un voisin et qui était bordelais, et qui venait à Malaga de temps en temps. Personne ne venait à Malaga, sinon c'était vraiment... Et il disait à Mauriac, « Si vous savez comme il vous déteste !» Ses romans paraissent au rythme d'un tous les 2 ans. Le baiser aux lépreux sort en 1922 et connaît un succès immédiat. Mais c'est le fleuve de feu et surtout Génitrix qui lui apporte une vraie reconnaissance. L'écrivain plante son décor dans une petite ville typique du sud de la Gironde, non loin de Malagar. Avec ce roman, l'univers de Mauriac, porté par des personnages au dessin ténébreux, se met réellement en place. Ses cibles sont les hypocrites de toutes sortes, en particulier les riches et cupides propriétaires terriens du Bordelais et les faux dévots, imprégnés d'un catholicisme dont ils ont, selon Mauriac, détourné le message originel. Avec cela, les pharisiens, il est sans pitié. Je me demande si le meilleur de mon apport religieux ne se trouve pas dans mon œuvre romanesque, là où il est le plus mêlé, le plus compromis avec le sang. Tu crèves de chaud, mon pauvre drôle. Va dans ta chambre, je t'ai préparé un rechange. Et si tu prends mal, qui sera obligé de te soigner? Moi? Et tu me laisseras crever comme l'autre. Il s'est toujours battu avec ceux qui voulaient lui faire écrire des romans bien pensants. Il sait bien que les romans bien pensants, ceux qu'aime bien justement l'abbé Bethléem dans son livre Roman à lire, roman à proscrire, il sait bien que les romans bien pensants, ils convertissent toujours et que le personnage finit comme un saint. Ben oui, chez Mauriac, les saints, ils ne sont pas très visibles. Il y a chez Mauriac, encore une fois, le sentiment que dans l'être humain, il y a toutes les potentialités. Et il y a les pires comme les meilleurs. Et si le romancier se privait de donner le versant noir de ses personnages, il ne serait plus un véritable écrivain, il serait un apologiste.
« 1927, c'est la consécration. Thérèse d'Esquerroux sort cette année-là. Mauriac situe l'action du roman dans ces Landes, non loin de Saint-Symphorien. Une femme vient d'être acquittée alors qu'elle a volontairement empoisonné son mari. Ses motivations restent troubles et dérangent le lecteur. Thérèse, c'est un autre soi pour Mauriac. C'est finalement peut-être la personne qu'il aurait pu être s'il n'avait pas eu la foi. Et en même temps, elle peut tracer ce chemin perdu pour Mauriac et contre lequel il va lutter toute sa vie. C'est-à-dire que pour lui, la foi, c'est toujours quelque chose qu'il faut acquérir. La foi, c'est une foi en action chez Mauriac. Thérèse est un monstre. C'est quelqu'un qui est en dehors de l'humaine condition. Si réellement elle est prédestinée au mal, qu'est-ce que cela signifie? Et derrière tout cela, la question que se pose Mauriac, et qu'il ne va pas cesser de se poser, c'est le mal n'existe-t-il pas en lui-même? Est-ce que le mal ne s'incarne pas dans certaines personnes? Et il les porte à l'extrême limite jusqu'à faire incarner complètement le mal dans quelqu'un, quitte à la fin à montrer que ce mal peut être régénéré. Le drame, c'est qu'avec Thérèse, la régénération n'apparaît pas bien. Il ne réussit pas à la sauver. Thérèse lui échappe. Elle ne cesse de tourmenter Mauriac. Comment a-t-il fait un personnage qui reste inachevé, inabouti? Thérèse a besoin de lui pour trouver le repos, pour trouver sa justification. Sinon, c'est une âme en errance. Le Nœud de vipère, autre grand chef-d'œuvre de Mauriac, paraît en 1932. Là aussi, il met en scène un monde en déliquescence. Un monde peuplé, selon ses propres mots, d'anges noirs. Je connais mon cœur, ce nœud de vipère, étouffé sous elle, saturé de leur venin, il continue de battre au-dessous de ce grouillement. Le récit du nœud de vipère est comme un chemin de croix. Il traverse la haine de son entourage, de bout en bout, d'étape en étape, pour finalement déboucher dans un abandon de lui-même, un abandon de ses biens, un abandon de tous les biens matériels, et dans une vision d'amour. Les personnages qui sont monstrueux, on parle de la tératologie mauriacienne, en réalité sont peut-être ceux qui sont le plus à plaindre et qui montrent ce phénomène auquel Mauriac est très sensible de victime et de bourreau. Chaque victime peut être bourreau et chaque bourreau peut être une victime. Vous avez 1000 fois raison, mon gendre. N'écoutez pas les fous. L'avenir est à ceux qui voient petit, comme vous. Tout de même, père. Ne vous défendez pas. Vous manquez d'envergure. Bon, aujourd'hui, dans les affaires, c'est une qualité. Je le pense. Regardez, moi, à votre âge, l'affaire Villeneuve avait fait de moi un grand avocat d'assises. Tous les journaux me réclamaient, on m'offrait une candidature aux élections. Eh ben non, j'ai résisté, parce que je préférais gagner gros, comme disait ma pauvre mère. Et ma chère femme aussi m'a bien aidé. Grâce à elle, j'ai tué mon ambition. Mais quelle fortune je vais laisser en mourant. Mais je ne suis pas tout à fait mort. Et nous voici à Pâques, où l'on fête, je crois, une résurrection. Mauriac est saignant, tranchant, sans pitié dans son œuvre romanesque. C'est une toile de fond sur laquelle il construit autre chose, sur laquelle il construit le mystère de la rédemption. Comment est-il possible, au milieu de tout cela, que une âme, comme il dit, naisse à la vie de l'esprit et à la rencontre avec le Christ, qui est pour lui quelque chose de fondamental. Et toute l'œuvre de Mauriac va être fondée sur cette démarche
qui consiste à vouloir faire sortir de la glaive, sortir de la boue, quelque chose, quelqu'un, une trace d'amour, retrouver une présence d'un amour qui n'est pas de ce monde, au sein d'un monde qui est boueux, écrasant de médiocrité. Qu'est-ce que mes romans représentent au fond, sans que je l'ai voulu d'ailleurs, mais une réaction violente d'un jeune individu contre son milieu et même contre sa classe. Et on reprend toujours le mot de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Eh bien, il est bien certain que sur ce plan-là, Thérèse d'Esquerou, c'est moi. Et que l'homme du nœud de vipère ou que le docteur du désert de l'amour, c'est moi. Et c'est toujours moi. Ce que reprochait surtout la bourgeoisie catholique à François Mauriac, c'est une vision trop noire de l'humanité. Je crois que les plus conservateurs de ces milieux pouvaient lui reprocher de trop faire apparaître le pouvoir du sexe, l'ambiguïté de certaines situations, la présence trop forte de la mort qui est tellement présente dans les romans de Mauriac. Mort, suicide et même crime. L'œuvre de Mauriac n'est pas une œuvre pour les petits-enfants. C'est une œuvre qui demande à être décryptée. C'est une œuvre profondément tragique. Je comprends très bien cette réaction hostile, n'est-ce pas, que je suscite dans mon milieu. Ce n'est pas confortable, vous comprenez, d'avoir nourri dans son sein un romancier comme moi, vous comprenez, c'est pas confortable du tout. Et on ne peut pas reprocher à ceux qui en font les frais, n'est-ce pas, de me garder une certaine rancune. 1933. Mauriac est élu à l'Académie française. André Chaumet, le maître de cérémonie, l'accueille ainsi. « Vous êtes le grand maître de l'amertume. À vous lire, monsieur, j'ai cru que vous alliez troubler l'harmonieuse image que je garde de votre région. J'ai failli prendre la Gironde pour un fleuve de feu et la Guyenne pour un nœud de vipère. » Roger Martin du Gard lui écrit « Je rigole, mon cher Mauriac, oui. Je rigole quand on fait de vous un écrivain du catholicisme. Il n'y a pas d'œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner les saints. Et puis, il y a celui qui enfonce le clou, André Gide, l'ami que Mauriac reçoit à Malagar. C'est avec de beaux sentiments que l'on fait de la mauvaise littérature. La vôtre est excellente, cher Mauriac. » Dès la fin des années 20, Mauriac traverse une crise spirituelle. Il s'enferme de longues heures chez lui. Il prie. Il écrit alors plusieurs ouvrages pour l'essentiel des essais. En perpétuelle quête de sens, il y affirme sa foi, comme s'il cherchait à se purifier, peut-être même à se faire pardonner. T'es là? Où tu es? Il y a donc ce sentiment chez Mauriac qu'il y a des limites à ne pas franchir, mais qu'il ne peut pas faire autrement que de les transgresser un jour ou l'autre. Est-ce pour cela que si vous regardez sa bibliographie, simplement sa bibliographie imprimée, d'après les titres qu'alternent régulièrement, vous avez un ouvrage romanesque et un ouvrage d'exégèse chrétienne, Souffrance et bonheur des chrétiens, Pèlerin de Lourdes, la vie de Jésus, le Vendredi Saint. Enfin, une série de livres où il livre sa foi de chrétien sans embâche. Il pouvait effectivement trouver un conflit entre le fait d'écrire des romans, notamment, c'était surtout les romans, et le fait d'être catholique. D'ailleurs, il disait je ne suis pas un romancier catholique, je suis un catholique qui écrit des romans. Ce qui change tout.
Ce qui gêne Mauriac, c'est la question de la responsabilité du romancier catholique. Dans la mesure où il peint le péché, où il peut peindre la corruption des âmes, ou parfois même la sensualité, une forme d'érotisme, est-ce qu'il va influencer en mal ses lecteurs? Mauriac cherche une issue à ce dilemme. Il écrit alors une suite à Thérèse d'Esquerou, La fin de la nuit. Il y décrit une Thérèse décidée à se faire pardonner. Une Thérèse qui, dans un véritable acte de foi, se sacrifie pour sa fille avant de disparaître. Thérèse devient christique. J'y pense depuis bien longtemps. Ce serait un bonheur inespéré de pouvoir réparer, dans une faible mesure, le mal que j'ai fait. Il sait très bien qu'il n'en finira jamais avec elle. Il faut qu'elle sorte de son champ, disons, émotionnel. Et donc, il ne peut faire autre chose que d'écrire la fin de Thérèse, sa mort. Malheureusement, entre guillemets, il lui donne une fin un peu édifiante. Il revient dans sa famille, il est accueilli par sa fille. Son mari, elle a une sorte de pardon, mais elle s'apaise elle-même. Et le dernier mot, oui, c'est la fin de la vie, c'est la fin de la nuit. Il laisse entendre qu'elle rentre dans la lumière. Alors, bien entendu, cette fin, entre guillemets, édifiante, est rarissime chez Mauriac. C'est peut-être le seul exemple. À partir du moment où un romancier crée des personnages, il a peut-être le droit de vie et de mort, mais il n'a pas le droit de rédemption ou de rejet dans les enfers et de damnation. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas le droit de juger. Il a le droit de témoigner. Et c'est ce que Mauriac, pour une fois, il s'en est repenti, sur quoi il a failli dans La fin de la nuit. Une nouvelle génération de romanciers arrive. Sartre, le premier, dénonce ce compromis avec la religion. Dans un article de la NRF resté célèbre, il lance « Dieu n'est pas un artiste, François Mauriac non plus ». La polémique prend de l'ampleur. Mauriac ne se laisse pas faire. Mais il répond avec humour. C'est pas très important. Mauriac sait que ce qui les sépare est foncièrement incontournable. Enfin, il sait qu'il y a une différence de vision du monde, que tout tient au fait qu'il y en a un qui croit dans une transcendance et l'autre masque cette transcendance par une affirmation de la liberté. Et peut-être que Mauriac a-t-il l'espoir de convertir Sartre, il le dit d'ailleurs dans un de ses articles, il rêve d'un Sartre qui finalement découvrirait la foi. Le monde d'avant-guerre se transforme. Le fascisme italien, le nazisme allemand montent en puissance. Mauriac ne saurait y rester insensible. Peu à peu, il s'engage en politique. Une première fois lors de la guerre d'Éthiopie. Et c'est surtout avec la guerre d'Espagne qu'il entre dans le combat. Au moment où commence la guerre civile en Espagne, Mauriac est proche des positions non des républicains, mais plutôt des franquistes, dans la mesure où l'Église officielle, et notamment l'Église espagnole, soutient le général Franco. Pour lui, au début, les républicains sont des gens qui massacrent les prêtres, qui sont anticléricaux, qui sont violemment contre l'Église catholique, et donc cela, il ne peut l'accepter. C'est la raison pour laquelle il n'entre pas du tout, au début, dans la condamnation qui est faite du régime franquiste. Mais l'élément déterminant va être le bombardement de Guernica, dans le Pays basque, où deux choses l'ont profondément choqué. D'abord, que ce soit des avions allemands, nazis, qui bombardent la ville de Guernica, mais aussi dans la mesure où on s'en prend à un peuple
très catholique, qui est le peuple basque. Ce qui m'a mobilisé le plus dans l'affaire d'Espagne, c'est que, précisément, Franco se disait catholique et se dressait comme un soldat de Dieu et de l'Église. Ça ne me gênait pas du tout, comprenez-vous, que les rouges violent et déterrent des religieuses. Dans mon esprit, ils faisaient leur métier de rouge, vous comprenez. Ce qui me scandalisait, c'était que Franco, que je voyais sur des photographies recevant la communion, avait mobilisé contre son peuple sa garde-mort et l'armée espagnole. C'est qu'il avait fait son pacte avec Hitler. Je crois que quand on est chrétien et quand on est catholique, le premier devoir, c'est de lutter pour désolidariser le Christ des causes affreuses auxquelles on l'a lié. La guerre de 39-45 éclate. Mauriac se replie à Malagar. Il publie La Pharisienne. Encore un succès. Pourtant, les Allemands occupent la France. Ils se méfient de Mauriac. Et ils ne sont pas les seuls. Mauriac va faire l'objet de critiques, plus que de critiques, d'insultes dans la presse pro-nazie. Il va être pris à partie sans arrêt par les journalistes, par les écrivains. À Radio Londres, certains, Maurice Schumann par exemple, évoquait François Mauriac. Et il évoquait comme un défenseur de la France, défenseur des valeurs de la France, etc. Ça n'était pas fait pour plaire à tous ceux qui s'en prenaient à lui. Finalement, toute la critique sociale faite par une société conservatrice et empesée et qu'on avait trouvée dans les romans de Mauriac, maintenant, elle se double d'une critique politique. C'est en partie dans les mêmes milieux qu'on va voir se développer cette haine de François Mauriac qui ne va pas cesser. Et lui, courageusement, va rester à l'écart et il va écrire des textes dans la clandestinité, Le Cahier Noir, très petit texte publié par les éditions de Minuit au titre significatif sous le pseudonyme de Forez. L'engagement de Mauriac pendant la Seconde Guerre mondiale, il est sur, je dirais, dans une dimension intellectuelle, au premier plan. Intellectuelle et aussi de foi. Je veux dire par là que pour lui, le fascisme et le nazisme sont des expressions du machiavélisme. Dans le texte formidable, fondamental, qu'il écrit en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, qui est le Cahier Noir, il dénonce ce qui est pour lui le machiavélisme du moment, qui est le totalitarisme nazi. À la Libération, Mauriac prend parti contre les excès de l'épuration. Les journalistes le surnomment alors Saint François des Assises. Mauriac a je dirais, une attitude qui lui ressemble assez. C'est-à-dire qu'il considère que tout le monde peut faillir. Il n'oublie pas que chez tous les chrétiens, il y a finalement un pécheur. Et que ceux qui ont écrit, il est très attentif aux intellectuels, et qui ont été à un moment donné, effectivement, embarqués dans un combat qui fut proche ou totalement dans la collaboration, eh bien, ils peuvent, comme tout pécheur, en quelque sorte, être pardonnés. Mauriac va aller jusqu'à défendre des gens qu'il avait pris à partie avec une violence extrême, allant jusqu'à souhaiter sa propre mort. On ne lui faisait pas de cadeaux, ces écrivains-là ne lui faisaient pas de cadeaux. Et quelqu'un comme le romancier Brasillac, par exemple, sur lequel on peut dire un mot,
avait écrit des choses très dures sur Mauriac, inacceptables. Mauriac, lui, va essayer de sauver Brasillac de la mort. Mauriac ne réussit pas à sauver Brasillac. Il se remet à écrire des romans. Début des années 50, paraissent L'Agneau, Galigaï et surtout un très court récit qui fait scandale, Le Sagouin. Cette fois-ci, pour la première fois, Mauriac met en scène un enfant. Un enfant qui, accompagné de son père, décide de se suicider. Avec ce livre, Mauriac est aux portes du blasphème. Dieu paraît bien loin. Voilà pourquoi Mauriac n'est pas un romancier catholique. C'est un catholique qui écrit des romans, comme il le dit en effet, parce qu'il nous montre des aperçus. Il nous fait ouvrir ou entrevoir des portes sans que ce soit, je dirais, une révélation, la conversion spontanée et la voie du salut assurée. Voilà, c'est la vie. Il allait dans des zones interdites. Que faire après? Qu'écrire après? Comment écrire quelque chose qui ressemble à un repentir ou à une vision édulcorée? Il ne l'a pas pu, il ne l'a pas voulu, et il s'est imposé un long silence pendant presque une dizaine d'années où il n'a plus publié de romans. C'était seulement parce qu'il voulait s'interdire d'aller plus loin dans une direction qu'il avait vraiment explorée jusqu'à son terme en ce qui le concernait sur le plan, disons, de ses convictions d'être humain. Et tout ça pourquoi? Pour qui? Pour votre fils, Paul. Mon fils. Mais je ne l'ai jamais voulu, cet arriéré. C'est tout de même votre fils, Paul. Quoi que vous en pensiez. C'est mon fils. La popularité de Mauriac est à son apogée. Il est connu, célébré dans le monde entier. Un événement important bouleverse alors sa destinée. En 1952, l'auteur reçoit la plus haute récompense de la littérature, le prix Nobel. On lui décerne ce prix pour la profonde imprégnation spirituelle et l'intensité artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine. Une fois de plus, il fait la une des journaux, et certains s'en amusent. À Stockholm, il apprend que l'armée française a fait feu sur une foule d'ouvriers de Casablanca. Mauriac reçoit cette nouvelle comme un appel. Il décide de jeter son prix Nobel dans la bagarre de la décolonisation. Pendant près de 10 ans, il est de tous les combats. Maroc, Tunisie, Indochine, Algérie. C'est l'époque du bloc-notes. 1939, Mauriac a participé à temps présent avec des textes assez brefs, des articles appelés billets. C'est cette même forme qu'il va reprendre en 1953 pour donner d'abord à la Table Ronde, puis à l'Express, des articles sur l'actualité qui mélangent des réflexions sur le monde en général, sur la religion, sur le passé, sur la littérature, sur tout ce qui se passe dans la société, avec une polémique puissante sur les grands événements qui vont déchirer la France, et notamment tout ce qui touche à la décolonisation. Mauriac se livre à fond dans le plus virulent des combats qu'il mène contre la décolonisation, celui de l'Algérie. Il y a dans la démarche de la colonisation quelque chose qui gêne Mauriac. Humainement, il lui est difficile d'imaginer qu'on puisse écraser quelqu'un. Mauriac va être, je dirais, très longtemps
favorable, comme le général d'ailleurs, le général de Gaulle, à une forme d'association. C'est-à-dire pour lui, il était inenvisageable que l'Algérie, il le dit d'ailleurs, devienne indépendante au tout début. Et puis il y a quelque chose qui va profondément le révolter, c'est l'usage de la torture. Pour lui, le torturé, c'est le Christ. Et les bourreaux sont ceux qui ont été les tortionnaires, qui ont flagellé, qui ont crucifié le Christ. Par conséquent, le moment, je dirais, où Mauriac, dans la guerre d'Algérie, est véritablement dans sa dimension de chrétien engagé, c'est au moment où il dénonce cet usage qui, pour lui, est une aberration politique, d'une part, et un scandale d'un point de vue humain. Avant tout le monde, il dénonce les détentions arbitraires, les disparitions inexpliquées, les tortures inacceptables auxquelles se livre l'armée en Algérie. En France, on s'oppose de plus en plus violemment à lui. Il devient l'homme à abattre. Moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie avec lui, donc. On a été gardés matin, midi et soir par des flics en bas. Il recevait des menaces de mort. J'en ai eu une encore. J'ai encore un petit cercueil qu'il avait reçu. Et à Malaga, mes cousins Gérard Mauriac et Nathalie ont joué pendant une matinée avec un ballon rempli de plastique qui n'a pas explosé, par miracle. Il était menacé, vraiment. Oui. Pour sortir de la guerre d'Algérie, il se repose alors sur le général de Gaulle. Il y voit à nouveau la figure du sauveur, un personnage quasiment messianique. J'ai tellement parlé de Gaulle, on va encore dire que je suis d'entente devant lui alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est un des... Vous comprenez, si je n'aimais pas, enfin si je détestais de Gaulle, ce que je comprends très bien après tout, je comprends qu'on ne puisse pas le sentir, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne l'admire pas. Il est un personnage unique dans l'histoire, par la multiplicité des travaux. Je pense à Hercule, qui l'a mené à bien. Mais où se situe Mauriac? À droite? À gauche? Il déroute, détonne. Il devient inclassable, difficile à comprendre. Alors, qui est-il donc? L'homme des paradoxes? De la transgression? Depuis la guerre d'Espagne, Mauriac n'était plus considéré comme un homme de droite. Il a eu à cette époque un très extraordinaire courage, il faut bien dire, chacun connaît cette histoire, puisqu'il était authentiquement, sinon par ses sentiments, du moins par son éducation, sa famille, son milieu, son environnement, comme on dit aujourd'hui, culturel, familial, il était un bourgeois de droite. Probablement, il nourrissait, comme tout le monde, et aussi particulièrement comme les chrétiens, une certaine culpabilité. Il disait, moi j'ai voyagé en première, n'est-ce pas, toute ma vie. Le voyage de la vie, je l'ai fait en première classe. Donc il était très conscient de ses privilèges, mais il en était conscient, mais il ne pensait pas que c'était tellement juste qu'il ait ces privilèges. Il a eu des mots merveilleux là-dessus. C'est lui qui, en 36, ou tout de suite après 36, au moment des congés payés, disait, moi je veux bien mourir pour le peuple, mais je ne veux pas vivre avec. Ce qui est intéressant chez Mauriac, c'est que finalement c'est un rebelle. C'est un homme révolté, c'est sa révolte qui le tient et qui lui fait prendre les engagements qu'il prend, parce qu'il aurait pu rester finalement très dans une ligne droite, dans une continuité, voilà. Mais sa force, c'est qu'il n'est jamais là où on attend, parce qu'il a une vraie conviction qui est celle de se battre pour l'autre. Et se battre pour l'autre, c'est se battre pour soi. Quand Régis Debray, qui est un ami par ailleurs, était en prison à Camiry, il y a eu 3 personnes qui ont signé une pétition pour sa libération, qui étaient Mauriac, Malraux et Sartre. 2 prix Nobel et un presque prix Nobel qui était Malraux. Et Régis, il me dit, à l'époque, j'étais vachement content que Sartre signe pour moi, j'étais content quand même que Malraux signe pour moi, mais Mauriac, je trouvais ça nul. Et il me dit, maintenant, je me rends compte que le plus révolutionnaire des 3, c'était Mauriac, évidemment. Et c'est vrai, en plus c'est vrai. Objectivement. Les années 60. Le monde est en pleine ébullition. On cherche à faire reculer les frontières du possible, à créer du rêve. François Mauriac incarne une France respectable mais désuète.
Il est l'homme du classicisme. On l'invite sur les plateaux de télévision. On cherche à le provoquer. Une bonne part de votre œuvre de romancier a été bâtie sur les relations entre le péché et la terreur chrétienne du sexe. Et on a l'impression que le sexe n'est plus le péché comme il l'était. Est-ce que vous croyez que cette mutation entre le sexe et le péché va changer une dimension de votre œuvre? Cette époque dont vous parlez, c'est l'époque d'avant Freud. Vous savez, c'est Freud qui a tout changé. Si je racontais ce qu'a été mon éducation, d'ailleurs j'en parle dans mon prochain bloc-notes, on ne voudrait pas le croire. Et que voulez-vous, ça a des inconvénients, mais ça crée aussi des romanciers catholiques. Mauriac écrit un dernier roman, et pour ses 80 ans, il se réconcilie avec sa ville, Bordeaux. Je me rappelle combien il était ému. Il tenait son discours, je me rappelle, il avait rédigé entre ses doigts. Il y avait un micro dressé devant lui, ses mains tremblaient un peu, et le feuillet percutait légèrement le micro et donnait très légèrement une sorte de rythmique, comme si son cœur était perceptible de la salle. C'était très émouvant. Et le cri de la fin, qui me paraît très beau, et qui a touché tout le monde, qui s'est levé à ce moment-là, c'est « Non, mon cher Bordeaux, je ne t'aurais pas trahi ». Mai 68 arrive. Mauriac soutient activement De Gaulle. Il passe à côté de ce mouvement de la jeunesse et de ses revendications. Peut-on demander à un homme de 83 ans de comprendre la fulguration qu'a été mai 68? Les propos outranciers de Cohn-Bendit ou de tel autre? Certainement pas. La libération sexuelle, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas passer pour lui. Les positions féministes excessives, il ne pouvait pas non plus. Il sait qu'il est un vieil homme, mais il ne condamne pas, mais il ne comprend pas. Le soir du 30 mai 68, il est venu me narguer, le soir de la grande manifestation gaulliste, il est venu me narguer. Moi, j'avais envie de le cogner, j'avais vraiment envie de le cogner. Maman était là, maman dit pourvu qu'il ne le tape pas, pourvu qu'il ne le tape pas. Il était incroyable, il était comme un môme. Hein. Il dit, gna, gna, gna. C'est pas grave, allez, ça sera pour la prochaine fois, c'est raté cette fois-ci, mais tant pis. C'est assez drôle. Enfin, maintenant, avec le recul, c'est assez drôle. Mais moi, à l'époque, c'était pas drôle du tout. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous irez dans ce paradis auquel vous croyez? Oh bien, je préfère vous dire que c'est justement le genre de question que je ne me pose jamais, car on peut avoir la foi, ce qui est mon cas, mais refuser tout la représentation, si vous voulez, ou en image de tout ce qui se passe en dehors de l'espace et du temps. Ce matin, quand nous avons appris son décès, ça nous a bien bouleversés. Quel homme était-il ici lorsqu'il venait dans sa propriété? L'homme le plus simple, le plus gentil. Il avait toujours un mot agréable pour tous. Et nous avons été bien chagrinés, et nous le sommes beaucoup, de ne plus le voir, premièrement, et maintenant d'apprendre son décès, c'est encore plus terrible. Le gouvernement a décidé que des obsèques solennelles seront célébrées en hommage national à François Mauriac. La France perd un grand Français et pas seulement un grand écrivain. L'Église perd un grand chrétien et l'humanité perd un grand esprit. François Mauriac nous lègue une littérature vivante, moderne, ambitieuse. Sa foi l'a accompagné dans son écriture. Une foi ouverte, universelle et sans doute atypique, issue d'un vrai dialogue avec les évangiles.
De cette intimité, il s'est bien gardé d'en tisser une morale, d'en imposer des réponses. Mauriac est un artiste, un homme libre qui interroge le mal et ne sanctifie jamais ses personnages. Par ses romans vénéneux, sulfureux, il est aussi un écrivain de la transgression. Un écrivain qui frappe juste, fort et continue à nous émouvoir. De cet extraordinaire dilemme qui célèbre tant la liberté de l'artiste que la foi, naît l'essentiel de ses romans, de ses essais et sans doute de sa pensée, qu'elle s'illustre dans ses écrits ou dans ses engagements politiques.